Du coup, bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés malgré la grève, puis merci à Pablo d'avoir introduit ça, Whiskel l'organiser, etc. etc. C'est bon, vous m'entendez bien, je vous éclate pas les oreilles à parler trop fort du micro, c'est bon, ça va. Ok, cool. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de faire un petit retour d'expérience sur GitOps chez Payfit, les choses cool, les choses moins cool, les choses spécifiques à Payfit, les écueils qu'on s'est mangés et sur lesquels on continue de s'améliorer, et un petit peu tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon pseudo c'est Orgix, on m'appelle comme ça partout, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, à part Pablo qui a décidé de m'appeler Alexis pour une fois apparemment. Si vous voulez me rentrer dans une case, c'est la case SRE et trucs affiliés, on va dire. Moi, mon délire, c'est tout ce qui est automatisation, sans pour autant réinventer la roue, vivre les services managés, etc. En portant une attention particulière à ce que les choses soient maintenables. Et actuellement, je bosse chez Payfit, dans une team qui s'appelle Data Reliability Engineering, que je lead, mais c'est pas pertinent pour aujourd'hui. Et justement, Payfit, il y a plein de chiffres, il y a plein de choses, etc. Mais en gros, on fait en sorte que les gens puissent être payés. Moi, je trouve ça cool comme mission, qu'ils puissent être payés et que ça soit pas compliqué de les payer. Voilà, moi j'aime bien. Et alors donc, outre la partie paye, il y a de plus en plus de choses un petit peu gestion RH, on va dire, tout ce qui est gestion de congés, absence, etc., qui vient se rajouter. Enfin bref, on fait plein de trucs. Si vous voulez, il y a des bouquins au fond et on peut en parler après si vous voulez. Et malgré le fait qu'on soit 1100, donc on est plus start-up, hein, c'est scale-up, etc., licorne parce qu'on a levé beaucoup de fonds et tout, on est 160 côté tech à peu près. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Je vais vous parler un petit peu de très bref rappel sur GitOps, mais vraiment très bref vu que du coup Pablo a déjà fait l'énorme partie du boulot. Et ensuite, je vais vous parler de GitOps chez Payfit, comment c'était avant, comment c'était après, les choses qu'on en retire, et puis à la fin, voir les conclusions un petit peu qu'on peut en tirer sur GitOps, que ce soit les choses cool, les choses moins cool ou les choses un peu spécifiques chez Payfit qu'on pourrait améliorer. GitOps, très très bref rappel. Alors je suis tombé sur les mêmes citations que Pablo, hein, j'imagine que ce soit celle de GitOps.tech, de GitLab, etc., etc. Mais en gros, ce qu'on va garder à l'esprit là pendant ce talk, c'est que l'idée, ça reste quand même d'appliquer à tout ce qui va être déploiement, infrastructure, etc., tous les bons principes dont on a l'habitude côté développement. Tout ce qui sera versionner les choses, avoir des workflows assez collaboratifs, des reviews, etc., etc. En ayant tout du coup de manière textuelle et en profitant du coup de Git pour automatiser à outrance et voilà, s'intégrer un petit peu partout où on peut. Du coup, avant, si on se place, allez, fin 2020, voilà, 2020 début 2021, chez Payfit, qu'est-ce qu'on a? On a un bon gros monorepo avec un nom on ne peut plus parlant et qui veut tout et à la fois rien dire, Ops. En gros, on aurait pu appeler ce repo le repo un peu fourre-tout infra. Et pour cause, si on regarde un petit peu, on voit les différents dossiers, on voit de l'AWS, on voit Helm, on voit plein de choses. Voilà, c'est un peu le repo dans lequel on tasse l'infra as code, tant bien que mal. Les définitions des ressources de plusieurs environnements, enfin voilà, c'est un peu le bazar, quoi. Bon, au moins, on a de l'infra as code, au moins elle est versionnée, etc. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez le warning en bas, principalement obsolète, on n'est pas 100% sorti, mais presque. On en reparlera plus tard. Et en fait, les monorepos, c'est un peu comme les trains. C'est-à-dire que un monorepo peut en cacher un autre. En termes de monorepo un peu fourre-tout avec plein de choses différentes dedans, on en avait un autre qui s'appelait Kubernetes. Et alors non, c'est évidemment pas le repo du code de Kubernetes qu'on a forqué ou ce genre de choses. C'est bien un repo qui contient tous les trucs liés à Kube d'une manière ou d'une autre, les configurations de certains contrôleurs, des charts, les déploiements de certaines applications. Enfin bref, encore une fois, beaucoup de choses là-dedans, voilà, un petit peu tassées. Et je vous ai dit que les monorepos c'était comme les trains, je vous ai menti, c'est mieux, puisque contrairement au train, un monorepo peut en cacher un autre, et cet autre monorepo peut lui aussi en cacher un autre. Vous commencez à voir le côté monorepo, mais on en a 3, oui, voilà. Alors cette fois qui s'appelle Helm, avec là encore des charts Helm, alors que c'est marrant parce que pourtant on a déjà un repo qui s'appelle Kubernetes ici dans lequel il y a des charts Helm, et on a déjà un repo qui s'appelle Ops ici avec un dossier qui s'appelle Helm. Vous commencez à voir un petit peu le, entre guillemets, bazar que ça peut être de s'y retrouver là-dedans.
Et pour cause, on a des repos avec des noms très génériques, hein, Ops, Kubernetes, Helm, du coup un scope assez vague, et on se retrouve rapidement à faire un empilement successif de plein de choses dedans et à étendre un petit peu le scope de ce qu'on tasse dedans. En plus de ça, du coup, le pipeline de CI, c'est rapidement un petit peu assez complexe et assez hasardeux, puisque on va avoir des choses liées à plusieurs environnements, pas forcément faites de la même chose dedans, avec plein de technos différentes. Enfin bref, on se retrouve avec des pipelines de CI complexes à maintenir, qui fail souvent, où au bout d'un moment on se lasse et on les laisse fail, et on rentre dans un cercle un petit peu vicieux. Donc voilà, on avait aussi à l'époque pas mal le copier-coller de certaines ressources dans un même repo, d'un environnement à un environnement. Par exemple, un petit dossier staging, un petit dossier prod là, qui vient du repo Ops, que j'ai mentionné juste avant. On se retrouve avec un state Terraform qui est quand même assez conséquent, vu que du coup, des fois, on a des choses liées à plusieurs environnements dans le même, et puis on a pas mal de ressources quand même managées. Donc ça commence à exploser un peu. Et puis on a une séparation assez floue au final entre les différents environnements, et non pas différentes, désolé pour la typo. Donc voilà, pas génial, pas génial. Mais ça, c'était avant. Entre-temps, il y a quelqu'un qui s'appelle Charles-Édouard qui s'est retroussé les manches chez Payfit et qui s'est dit ok, on va mettre un coup de balai un peu sur tout ça, on va essayer de faire les choses un petit peu clean, de manière carrée, et avoir une approche un peu GitOps pour tout ça. Du coup, voyons un peu ce que ça donne. Côté stack, c'est cool, Pablo a déjà mis les logos, j'ai pas eu à aller les chercher pour vous les mettre. On a tout sur GitHub, que ce soit les manifestes Cube, les charts Helm, le code Terraform, bref, tout est dans GitHub. Qui va vraiment être le point névralgique un petit peu de tout ça, hein, vu que Pablo l'a mentionné, on est beaucoup sur le côté collaboration autour de Git, sur tout ça, donc tout ce qui sera PR, review, process d'approval, ce genre de choses, ça va être via GitHub. À côté de GitHub, on a la CI, en l'occurrence principalement du Circle CI, avec quelques GitHub Actions ici et là, de plus en plus. Mais pour du coup automatiser un maximum les choses. Et ensuite, on a deux mondes un petit peu qui vivent un petit peu côte à côte. Les définitions purement d'infrastructure, d'un côté. Donc je pense là-dedans à tout ce qui va être ressources managées, notamment sur AWS. Je sais pas, des brokers de messages managés, des DB managés, des records DNS, ce genre de choses. Terraform qui, on le verra après dans la partie flow, mais va être appliqué principalement via du Circle CI, mais pas que. Depuis peu, on a introduit Spaceleaf dans notre stack. C'est un peu comme Terraform Cloud, c'est-à-dire en gros c'est du Terraform Apply as a Service, on va dire. On s'est tourné vers Spaceleaf parce que, un, pour des raisons de coût, deux, parce que ça gère d'autres choses que Terraform, ce qui peut être pratique, comme par exemple SAM, j'en reparle juste après. Et parce que ils sont très accessibles, c'est encore assez jeune, mais du coup on collabore assez, on a un channel Slack partagé avec eux, et du coup si on a des retours à faire ou des choses à améliorer, on collabore avec eux là-dessus. Donc premier monde, le monde vraiment le côté purement ressources d'infra, Terraform et compagnie. Et d'un autre côté, le monde du déploiement et de l'infrastructure, mais vraiment lié au plus proche des apps. Je mets quoi là-dedans? Je vais mettre, certes, la manière dont sont déployées les apps, mais la manière dont on se fait exposer, leurs contraintes de scaling, etc. Bref, tout ce qui va être défini au final sur Kubernetes, qui se fera principalement via Helm et via de l'Argo CD, on va en reparler. Et enfin, un dernier composant de la stack, Renovate, qui rentre avec Greenkeeper, Renovabot de GitHub, etc., dans la catégorie de ces outils qui vont se dire, super, on est dans un monde où on décrit nos dépendances de manière explicite et textuelle dans nos repos. Du coup, on peut automatiquement savoir de quelle version on dépend, et si on a une nouvelle, et aller automatiquement bumper ces versions. À la base, c'est quelque chose qui vient vraiment, encore une fois, du monde du développement. J'ai des bibliothèques dont je dépends, il y a des nouvelles versions qui vont sortir, c'est compliqué de rester à jour avec ces versions. Du coup, je vais avoir un outil qui va automatiquement m'ouvrir des pull requests pour dire il y a une nouvelle version que ma CI run et que j'ai juste à merge pour avoir la nouvelle version. Et justement, il se trouve que ça va gérer des choses comme des versions de Chart-Helm, des versions de modules Terraform, ou même des Orb Circle CI, ce genre de choses. Bref, on va appliquer à nos définitions un petit peu d'infra, de déploiement, etc., ce qu'on applique sur les dépendances applicatives. Et enfin, je vous ai principalement parlé du côté Terraform, Helm, etc. On a aussi du SAM pour la partie lambda et tout qui vient un peu à côté. Je ne vais pas plus en parler que ça aujourd'hui, mais si vous voulez en reparler après, c'est possible. Du coup,
Partons du côté un petit peu infrastructure de cette stack. Voyons un petit peu le flow que ça donne et le setup qu'on a d'un point de vue déploiement. On a un repo par domaine. Alors domaine par exemple au sens domaine métier, au sens presque DDD du terme. Par exemple un domaine qui s'appelle donations pour les trucs qui sont sur tout ce qui sera don sur salaire, quelque chose qui s'appelle time pour tout ce qui sera absence, ou au contraire time tracking, quelque chose qui s'appelle payments, ce genre de choses. Et en fait donc on va avoir un repo par domaine qui définit l'infrastructure de ce domaine-là, au sens vraiment encore une fois majoritairement AWS du terme. On va avoir un repo par domaine qui va contenir quoi? Qui va contenir du code Terraform. Et qu'est-ce que ça va donner? En fait, on va aller release des modules Terraform par domaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer dans ces repos de code Terraform, on va juste définir des modules. Et on va les ship. En gros, l'artefact de ces repos et de leur pipeline de CI, c'est quoi? C'est un module Terraform qui sera ensuite référençable et applicable par ailleurs. Comment est-ce qu'on le ship? Alors actuellement, principalement dans des releases GitHub, mais pas que. De plus en plus, on est en train de bouger pour faire ça plus proprement avec le module registry de Spacelift. Vous pourriez avoir la même chose avec Terraform Cloud. Hein. Mais voilà, donc on ship un module Terraform. On le stocke quelque part, et voilà. Et alors, on va voir si vous avez bien suivi, il manque quelque chose au milieu, là. C'est quoi qui nous permet de passer de l'un à l'autre? Voilà, de la CI, c'est bien, vous avez suivi, c'est cool. En l'occurrence, sur Circle CI, comme je le mentionnais, évidemment, du coup, c'est la CI qui va aller automatiquement release ces modules Terraform. Encore une fois, avec les mêmes pratiques qu'on a dans le monde du développement, notamment tout ce qui sera conventional commit et semantic release pour aller automatiquement détecter est-ce que j'ai une nouvelle feature, un nouveau breaking change, etc. ou pas, est-ce que je dois release une nouvelle version majeure de mon module, ce genre de choses. Tout pareil, c'est la même chose qu'on ferait si on shippait une lib ou un binaire, sauf qu'on ship des modules Terraform. Du coup, c'est super. On a ces modules Terraform, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que va bien falloir en faire quelque chose. On va avoir ensuite un repo par environnement qui est chargé de déployer l'infrastructure de cet environnement. Par exemple, un repo qui s'appelle pfit staging deploy, un autre pfit prod deploy. On est vraiment sur des environnements long-lived. Les environnements éphémères, etc., j'en parlerai pas ici, mais on peut pareil en reparler après ou pendant les questions si vous voulez. Mais voilà, et en fait, ces repos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller juste référencer les modules d'avant. C'est-à-dire que dans mon dépôt, par exemple, pfit prod deploy, je vais pas avoir vraiment de définition de ressources. Je vais juste avoir des instantiations des modules de chaque domaine dans une version bien spécifique. Ça ressemble littéralement à ça. Alors je vous ai foutu un peu la partie param, etc. Mais là, par exemple, on a un call au module du domaine payments dans sa version 1.13. Donc voilà, ça c'est le contenu du repo, par exemple, pfit staging deploy. Et ça va être que des choses comme ça, où on va dire, mon environnement de staging, il est composé de l'infrastructure de tel domaine, tel domaine, tel domaine, configuré avec ses inputs et ses inputs, qui sont justement les points qui vont varier d'un environnement à l'autre. C'est les inputs de ces modules. Voilà. Donc, on a ces repos pfit environnement deploy qui référencent des modules, mais il faut bien en faire quelque chose. On veut aller les appliquer d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence, à la fin, ça va aller créer ou manager, manager, créer, détruire, etc. Des ressources sur AWS et certaines un petit peu sur Cube, mais vraiment des choses mineures, c'est notamment pour tout ce qui est binding de l'un à l'autre, niveau IAM, etc. Je vous passe les détails. Encore une fois, on peut en reparler après si vous voulez. Et j'ai entendu effectivement, je ne sais pas où, mais avant même que je le dise, il y a quelqu'un très bien qui répond aux devinettes avant même que je les ai posées. C'est super, merci. Vous avez deviné, le truc manquant, c'est quoi? C'est encore de la CI. En l'occurrence, Circle CI, mais justement de plus en plus, on est en train de s'orienter vers Spacelift pour avoir un service qui gère ça pour nous, plutôt que d'avoir nous-mêmes à coder le flow dans notre CI. Actuellement, dans notre CI, on a un flow où il va y avoir le Terraform plan, on va devoir potentiellement approve manuellement ou pas, puis ensuite ça va aller apply, etc. Enfin bref, on a eu à le définir nous-mêmes. On s'en passerait bien en fait, si on peut le déléguer à un service, c'est cool. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, le flow côté infrastructure. Il nous manque un dernier truc. Si vous vous rappelez la stack, il y a un petit truc que j'ai pas mentionné, il était tout en bas. C'était pas SAM entre parenthèses, c'était juste au-dessus. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Renovate, bingo. Dernier point, c'est super, on va avoir des updates dans ces repos d'infrastructure par domaine.
qui vont ship des nouvelles versions des modules. Ouais, mais du coup, derrière, il va falloir les propager sur mes différents repos d'environnement. C'est là qu'intervient Renovate, effectivement, qui va automatiquement savoir quand il y a une nouvelle version d'un module, d'un domaine disponible, et qui va aller ouvrir les PR qui vont bien sur mes repos de déploiement, que je vais pouvoir les review, approve, etc. Potentiellement avoir de l'auto-merge, on n'en a pas, mais on pourrait l'imaginer. Et du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Hein. Voilà, un exemple de PR Renovate qui nous dit bon, ok, il y a une nouvelle version, en l'occurrence du domaine Notifications, qui passe de la 1.17.1 à la 1.22. Voilà, puis on voit qu'il y a les reviewers à droite, il y a quelqu'un qui approuve. Voilà, on va en parler un peu plus en détail après des détails de review, d'approve et de leur impact. Mais voilà, globalement, à quoi ça ressemble. Côté flow d'infrastructure. Maintenant, passons du coup au côté applicatif, un petit peu plus. Alors je dis applicatif, mais on parle vraiment du côté définition de la manière dont mon application va tourner, du nombre de, de max réplica qu'elle va avoir dans son deployment, de la manière dont elle est exposée, de la manière dont elle scale, qu'est-ce que je pourrais imaginer d'autre, ces affinités, anti-affinités, ce genre de choses pour qu'elles soient hautement disponibles, enfin plein de choses, enfin bref. Et alors là, alors comme beaucoup de boîtes, hein, on a en général un repo qui correspond alors soit à un service, soit à un domaine. C'est à discrétion des différentes équipes qui gèrent un domaine donné. Il y en a, ça va être plusieurs services dans un repo. Il y en a d'autres, ça va être presque un repo par service. Enfin, voilà, on a un peu de tout. Mais globalement, imaginez qu'on a un dépôt par disons, domaine ici. Avec donc quoi dedans? Le code de mon app, vraiment les trucs qui vont tourner à la fin, ce qui est quand même le principal truc dont on se soucie. Et un peu comme tout à l'heure, mais sauf qu'au lieu d'aller shipper un module Terraform, cette fois on va aller shipper des chart Helm. C'est vraiment ce qui se passe sur tous les repos. On n'a même pas eu à pousser quoi que ce soit. Ça s'est fait assez naturellement, assez organiquement. Voilà, il y a un endroit un peu presque standardisé naturellement dans les repos où on définit le chart Helm, etc. Et du coup, on a quoi? On a du coup le pipeline de CI qui va aller pousser ces chart Helm sur du chart museum, et on est en train de passer vers OCR qui maintenant gère ça très bien. Donc voilà, on se retrouve avec des chart Helm avec le tag de l'image, etc., onboardé dedans, qui vient d'être build, etc. Donc en gros, une description de tiens, mon application qui doit tourner sur Cube et les trucs un petit peu autour, dans telle version, voilà, c'est là. Et du coup, encore une fois, il faut qu'on en fasse quelque chose, hein, mais comment? À côté de ça, on a nos environnements. Quand je dis nos environnements, je pense ici, alors en l'occurrence, c'est des comptes AWS par environnement avec chacun un cluster Cube à l'intérieur. Mais en l'occurrence, donc on va avoir un cluster Kubernetes, par exemple, pour l'environnement de staging, hein, pour l'environnement de prod. Et il faut bien quelque chose pour faire le lien entre les deux. Hein. Vous l'avez vu venir, parce que si vous avez à peu près décompté les technos qu'a mentionné Pablo juste avant moi, vous savez que ça va arriver. En l'occurrence, on a un cluster Argo CD par cluster Kubernetes, qui est la partie qui va s'occuper de déployer sur le cluster. Et du coup, petite parenthèse très rapide, étant donné que Pablo a présenté juste avant, mais en plus ça record, donc ça vaut le coup que j'en parle 5 secondes. Push-based, donc l'approche classique, hein, où notre pipeline de CI va aller activement déployer sur un cluster distant, où va aller attendre que le déploiement se passe bien, etc., mais où du coup il faut qu'il ait les droits. VS, une approche pull-based, où du coup, je vais juste chipper quelque chose. En l'occurrence, vous voyez l'environnement repository, image registrée, etc. L'environnement repository, ici, c'est mon chart museum, mon ECR, ce genre de choses. Et on a quelque chose qui va observer l'état de ce registrier, qui va dire « Ah, il y a une nouvelle version prête à être déployée, hop, je la déploie. » En l'occurrence, cet opérateur, ça c'est quoi? C'est Argo CD. Qui va dire « Ah, il y a une nouvelle version de mon application qui a été publiée quelque part. Je vais la déployer. » Potentiellement automatiquement, ça peut être des fois avec un approval manuel, mais je vais être capable de faire ça. Donc voilà, fin de la parenthèse pour rappeler un peu le concept de pool-based. Et du coup, on va avoir donc ces clusters Argo CD qui vont aller se synchroniser sur ces chart Helm et qui vont aller appliquer sur les clusters Kubernetes. Oui. Oui. Excellente question. La configuration des différentes chart Helm, où est-ce qu'on la stocke?
on la stocke dans des repos qui sont par environnement et qui stockent la configuration de toutes les applications dans un environnement donné. En l'occurrence, on a un repo qui s'appelle staging.pfit.net, un autre qui s'appelle prod.pfit.net. Et tout ce qui va être stocké là-dedans, c'est la définition justement des apps Argo CD et des values qui vont avec. Donc vraiment les points de configuration de mon application, ce qui va dire, tiens, telle application, elle a, je sais pas, tel token quelque part pour aller parler à autre chose, où elle attend de max réplica, où elle attend de voilà, où elle a un log level différent, je sais pas, debug en staging et error en prod par exemple, ça va être dans ces repos là. Et ces repos là qui vont du coup être référencés par Argo CD. Donc une application Argo CD va venir patcher deux choses ensemble. D'un côté, le chart Helm qui est réalisé par l'application, et de l'autre, les valeurs qu'on va passer en entrée à ce chart Helm pour pouvoir déployer une application fonctionnelle et avec la config de l'environnement donné. Mais ce qui fait que du coup, dans un repo d'une application, on n'a pas connaissance de la manière dont elle est configurée spécifiquement pour chaque environnement. On va avoir des defaults, etc., mais ça s'arrête là. Pablo vous en avez pas montré, mais m'a gracieusement fourni un exemple de dashboard. C'est une app Argo CD, ça ressemble à ça, hein, si vous voulez avoir la vise, où vous avez du coup une app avec les différentes ressources, etc. Enfin voilà, si vous voulez vous visualiser un petit peu plus le truc. Parce qu'en termes de moins visuel, je vous présente autre chose, c'est les définitions des apps Argo CD, qui sont notamment dans ces repos staging.pfit.net, etc., que je vous ai montré. Donc là, par exemple, on définit une application qui s'appelle Time Absences. Bon, c'est le microservice en l'occurrence qui gère tout ce qui est gestion des absences chez Payfit, par exemple congés, etc. La partie intéressante, c'est quoi? C'est la partie source, où je vais dire, la source de mon application, c'est un chart Helm qui s'appelle Time Absences et qui est dispo sur le repo charts.quelque-chose/time absences, etc. Et vous noterez le target revision étoile. Alors je suis désolé, c'est un peu sombre, j'espère que vous arrivez à lire quand même, ça va? Non? Ok. Attendez. En gros, là, source, repo URL, une URL en l'occurrence du chart museum. En dessous, vous avez un target revision de points avec une astérisque, où en gros, là, c'est la configuration pour staging. On dit, je m'en fous, dès qu'il y a une nouvelle version, tu te synchronises. Mais par contre, par exemple, en production, on va avoir des contraintes là-dessus. On va dire, ta target revision, c'est 2 points quelque chose. Pour dire, en fait, je veux pas avoir de bump de majeure surprise. Je veux pouvoir, moi, manuellement aller définir ça. Aller dire, il y a une nouvelle majeure, je vais manuellement aller versionner le fait qu'on peut synchroniser là-dessus. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que là, en bas, vous avez un petit bloc sync policy avec automated et d'autres paramètres en dessous qui va dire, justement, là, c'est de l'autosync. C'est dès qu'il y a une nouvelle version, hop, je la déploie. Et pour revenir du coup à cette partie source, vous avez ici chart de points time absences qui définit le chart Helm sur lequel on synchronise dans le repo défini juste avant. Et en dessous, Helm, values, une référence vers un autre fichier dans le repo qui a vraiment les values. Je ne vais pas vous les montrer, ça n'a pas d'intérêt. C'est des values Helm, c'est du YAML, il n'y a rien de... Voilà, c'est spécifique en plus à cette application, enfin il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut noter un petit peu sur tout ça? Déjà, on voit que sur la partie Argo CD, au final, on ne fait pas techniquement du 100%, on va dire, GitOps théorique, by the book. Un prémisse qu'on avait évoqué, c'est le côté, on versionne absolument tout. Le moindre changement passe par un commit quelque part, passe par potentiellement une review. Là, on parlait d'autosync, on parlait de target revision avec des petits étoiles, etc. Du coup, à un instant donné, je n'ai pas la version très très précise qui est déployée de mon application, qui est versionnée quelque part. On ne l'a pas. Alors que par contre, on l'a par exemple côté Terraform. Alors on pourrait dans l'application Argo CD aller mettre une target revision bien précise, etc. Mais ça casserait un petit peu le concept. Enfin, en tout cas, ça casserait pas le concept. Au contraire, ça le respecterait plus, mais ça serait beaucoup trop pénible. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose dont on abuse. Je vais vous en parler un tout petit peu juste après. C'est les GitHub Safe Settings. Parce que c'est quand même le cœur de tout ce qui va être GitOps, c'est de se dire, on va se reposer sur tout ce qui m'est fourni par GitHub ou GitLab en général, pour gérer mon processus d'approval, de review, etc., voir les PR pour un petit peu tout. Et en fait, GitHub Safe Settings, c'est un peu le côté enterprise de GitHub, qui va vous permettre de définir, pour toute votre organisation, différentes règles obligatoires. Par exemple, on a quelque chose qui dit qu'on n'a aucune PR qui peut être merge sans avoir de review. Voilà. Pour contrainte notamment ISO 27001, j'en reparlerai juste après.
Mais, euh, mais voilà, on va beaucoup se baser là-dessus pour aller définir ça, pour aller définir les règles au niveau des repos et tirer un maximum de profit de tout ce qu'offre GitHub sur le côté collaboration, pour aller collaborer sur mon infra et ma logique de déploiement. Ensuite, Argo CD. Alors je vous cache pas que la toute première fois que j'ai côtoyé Argo CD, j'étais un peu dubitatif. Je le suis un peu moins depuis. Il y a Kelsey Hightower qui disait quelque chose d'assez juste, c'était kubectl is the new SSH. Où en gros, c'est avant, si vous arriviez à mettre la main sur une clé SSH qui vous permettait d'atteindre des serveurs, vous étiez le roi du pétrole. Maintenant, vous mettez la main sur un kubeconfig qui a les droits d'écriture sur un cluster quelque part. C'est pareil, hein, vous allez déployer beaucoup de choses. Voilà, on va pas parler de Bitcoin et compagnie, mais voilà. Et du coup, là, le fait d'avoir Argo CD en mode pool nous permet effectivement d'avoir seulement des rois en read-only pour la quasi-totalité de l'engineering chez Payfit. Évidemment, quelques personnes qui ont les droits d'admin au cas où, mais globalement, ça nous permet de limiter ces accès, sans pour autant que ça soit trop pénalisant. On a des accès en read-only pour aller débugger éventuellement, etc. Mais si on veut aller modifier des choses, on va devoir passer par ce pipeline de review, de CI, etc. C'est Argo CD à la fin qui va aller appliquer tout ça. Ce qui fait qu'en plus, la CI a des permissions qui sont du coup entre guillemets aussi un peu limitées. Elle a juste les permissions d'aller pousser un artefact. On n'est pas sur une CI, etc. Parce que non, Pablo, on ne fait pas de Jenkins, heureusement. Un talk sans troll, ça aurait pas été un talk. Autre chose, on voit quand même qu'on a un peu deux mondes séparés là. On a le monde avec les émissions un peu vraiment de l'infra de mon app, mais on a là aussi le côté configuration des applications, de la manière dont sont déployées sur Cube de l'autre. Le passage de l'un à l'autre, du coup, est un peu pénible. C'est-à-dire que, ok, c'est super, on a du Terraform dans un coin qui va aller, par exemple, créer une queue SQS, par exemple, sur AWS. Ouais, mais l'URL de cette queue, faut bien la passer à mon application à un moment dans sa config. Et du coup, là, on se retrouve à avoir un flow où je dois aller appliquer mes modifications d'infra et ensuite aller prendre certaines outputs et les filer en input côté Helm. Ce qui n'est pas génial. Alors, il y a des choses qui permettent potentiellement d'éviter ça, on y viendra probablement. Des choses comme je pense à Crossplane, je pense à l'opérateur Terraform sur Cube, ce genre de choses. Mais on n'y est pas encore, on a encore ces deux mondes un petit peu séparés et du coup, c'est deux workflows différents. On en reparle après dans les plus ou moins. Autre point, en vrai, on se rend compte que c'est cool Renovate, etc. Mais des fois, on est plus rapide que Renovate pour ouvrir une PR parce que on a une nouvelle version et en fait, on est dessus. En fait, on est en train de bosser et on veut ship quoi. Donc, on est plus rapide pour faire les bumps de version que Renovate certaines fois. Et ça m'emmène au dernier point, qui est, je pense, le plus notable. C'est super hein, de passer par Git pour tout, mais du coup, ça fait une explosion du nombre de pull requests. Et des reviews qui vont avec. Et c'est vraiment aujourd'hui ça quelque chose qui est vécu des fois assez difficilement. C'est compliqué de rester à jour avec toutes les PR quand ça s'ouvre tout le temps non-stop sur plusieurs repos. Par exemple, on va faire un petit exercice, on va essayer de compter. Alors, imaginons, on va prendre ce cas d'exemple. J'ai une application qui a déjà, niveau code, c'est bon, j'ai rien à toucher. Et je vais lui créer une nouvelle queue SQS sur laquelle elle va devoir aller publier des messages. Donc je veux définir cette queue SQS et aller le passer à mon app. J'imagine que c'est bon niveau accès à YAM, etc. Tout est déjà là. Je vais devoir, on va prendre par exemple, je sais pas, Donations. Je vais devoir aller ouvrir une première PR sur mon repo TF Donation avec ma description de queue SQS. Rien de plus normal, ça c'est dur d'y échapper. Je vais définir ça, super, ma CI va run, va me dire, va potentiellement me mettre mon plan, etc. Processus de review. Je merge cette PR, elle atterrit sur ma branche master ou main, et ça génère une nouvelle release GitHub. Ok, cool, j'ai mon module Terraform avec une nouvelle version. Bon, maintenant, je vais devoir aller ouvrir une nouvelle PR pour aller déployer cette nouvelle version, même s'il y a Renovate. Je vais quand même devoir aller la review, etc. Ouais, mais là, je vous ai mis les flèches pour un env, mais en vrai, on va probablement passer par un autre env avant, à un moment. Donc en fait, on va avoir une deuxième paire sur ce dépôt Payfit Staging Deploy, pour peu qu'il y ait d'autres environnements un petit peu isoprod sur lesquels on signe pour des raisons diverses et variées, par exemple un environnement de démo. Si vous allez sur payfit.com, vous pouvez avoir accès à une live démo, par exemple, c'est un environnement à part qui est du coup similaire à la prod, mais sur lequel il faut déployer à un moment.
Mais du coup, on va éventuellement avoir donc une deuxième PR, pfit staging deploy, puis peut-être une troisième sur l'env de démo, puis allez, disons qu'on s'arrête là, une quatrième sur l'env pfit prod deploy. Pour aller du coup appliquer tout ça. Donc pareil, hein, j'ouvre ma PR, je dois trouver quelqu'un pour la review, ça tourne, je preview, etc. Je la merge, la CI, apply enfin tout ça, super, 4 PR plus tard. Si tout va bien, j'ai ma ressource sur AWS prête à être utilisée. Même si on a tout ce qu'il faut au niveau lint, aussitôt que possible pour avoir du feedback rapidement, Pablo en parlait, ça n'empêche que des fois il y a des choses dont on va se rendre compte qu'un peu plus tard. Oups, en fait il y a un paramètre que j'ai défini, je sais pas moi, je ne vais pas vous donner d'exemple spécifique AWS, ça n'aurait pas de sens, mais il y a des choses dont on va se rendre compte des fois un peu tard dans le flow, et du coup c'est retour à l'étape là, et c'est recat PR potentiellement. Alors peut-être un peu moins parce qu'on s'en rend compte avant que ça arrive en prod, mais voilà, on se retrouve souvent à nouveau être dans ce flow. Donc on est à 4. Maintenant, potentiellement, il faut le faire au niveau de mon application. Et alors, autant mon code, il est déjà là, ça c'est bon, imaginons, c'est cool. Autant, je dois adapter mon chart pour prendre en value quelque part l'URL de ma queue nouvellement créée. Et ensuite, aller la passer en vardant vers mon app pour qu'enfin, elle puisse s'y connecter. Donc 5, parce que du coup, on a une PR en plus à faire ici. Pareil, process de CI, review, etc. On merge, process de CI, on publie enfin notre nouvelle version. Et là, c'est cool. Ça se sync. Ouais, mais ça sync, mais du coup, il n'y a pas de value. Vous savez, la value vraiment de la queue, là, juste défini qu'il y a une vardanv qui existait et que j'allais attendre en entrée. Donc 6, il faut en rajouter une là-bas dans le bon repo. Et puis, même chose, plusieurs env. C'est reparti pour un tour. Allez, on avait dit qu'on en avait combien? 4. Du coup, on arrive à quoi? On arrive à 9 au total. On était à... Juste avant, on était à 5, c'est ça, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, voilà, 9, 10 PR, on merge, etc. Donc, vous voyez un petit peu la complexité que ça peut avoir et le nombre de PR que ça peut rajouter. C'est vraiment pas négligeable. Et pour vous donner un exemple un peu de ce que ça peut donner aussi avec les settings de GitHub, alors encore une fois, c'est un peu... Non, c'est sombre, mais ça va, vous devriez arriver à lire, je pense, c'est plus lisible qu'avant. Vous voyez là par exemple en haut à gauche un exemple de petit panel avec la liste des reviewers assignés sur une PR où vous allez pouvoir dire, où GitHub va vous dire ah tiens, telle team elle est owner de tel bout de code. C'est quelque chose qu'on peut faire sur GitHub, il y a un fichier qui s'appelle code owners qui permet de dire tel chemin dans mon repo c'est owné par tel team GitHub par exemple. Et puis on voit le petit at least one approving review pour pouvoir merge. Si on veut merge, évidemment, ça nous dit non, c'est bloqué. Ça peut être fait que s'il y a au moins une review qui approuve. Et ça peut même encore aller plus loin parce qu'une review, c'est une chose. Mais si vous regardez ici, il y a un petit twist, c'est code owner review. C'est pas n'importe quelle review. C'est une review du code de quelqu'un qui est officiellement code owner de ce repo. Donc potentiellement, si vous n'êtes pas le code owner, la personne assise à côté de vous ne va pas pouvoir aller approuver ça pour vous, même si vous êtes 5 à valider ça. Si la personne qui est vraiment owner du repo l'approuve pas, ça ne pourra pas être merge. Et au final, du coup, tout ça, ça nous donne quoi? Les 3 graphes que je vous montre, c'est les monorepos que je mentionnais avant. Alors avec, vous voyez, des spikes rouges de plus en plus à la fin, où on a écrémé, des fois on a archivé les repos alors qu'il restait des choses dedans, mais on voit qu'au fur et à mesure que ça avançait, on a eu de plus en plus un petit peu de removal sur ces repos. Du coup c'est super, on a explosé un peu ces 3 monorepos un peu bazardeux. Mais aujourd'hui, si je cherche les repos qui ont Terraform dans le nom chez pfit, il y en a 88. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais du coup, ce qui fait que voilà, des fois, à s'y retrouver, le nombre de repos à cloner localement, etc., pour bosser sur certaines parties, ça peut s'avérer complexe. Puis voilà, je vous ai mis d'autres exemples, je vous parle des repos, des autres repos pour les value helm et pour l'apply de Terraform. On a d'autres choses, mais voilà, un nombre de repos considérable. Et du coup, n'ayant pas mesuré, je n'ai aucune idée du temps qui me reste ou quoi que ce soit, ou de combien de temps j'en suis, mais si on essaye de faire un petit résumé, du coup, de GitOps, des trucs cool. Donc The Good, les trucs viennent dans le concept lui-même. The Bad, les choses un peu plus pénibles peut-être avec le concept lui-même. Et The Ugly, la partie où c'est un peu spécifique à pfit, c'est les choses sur lesquelles on aimerait peut-être s'améliorer, en tout cas les choses qui ne sont pas forcément inhérentes à l'approche GitOps elle-même, mais qui sont des choses qu'on a remarquées. Les trucs cool avec GitOps. Alors, on commence. Heureusement, il n'y a pas que 1 ou 2 bullet points, sinon vous imaginez. Vous serez tous là et vous repartez chez vous, vous dites « Ah, c'est vraiment nul ». Non, premier point,
on a un historique super clair, complet et relativement immuable, dans la mesure où on ne peut pas push force sur master. De toutes nos modifications, tous nos déploiements, tout. Vraiment, c'est super comme traçabilité. Notamment des fois pour se dire ah bah tiens là il y a quelque chose qui a cassé un endroit où j'ai une alerte, bon bah il y a eu quoi comme déploiement récemment ou comme modification, au moins c'est historisé, c'est tracé, il y a des diffs, enfin voilà on peut même imaginer le hooker sur d'autres choses derrière. Bref, on a cet historique Git pour absolument tout qui est complet et c'est super chouette. Et du coup ça rend les auditeurs ISO 27001 très contents. ISO 27001, CQ, etc. On est certifié ISO 27001 et on espère bien continuer de le rester. Mais du coup, les auditeurs, ils sont contents parce que ils voient qu'il y a un historique de tout, que c'est immuable et qu'en plus, du coup, on a réussi à enforce le fait de ne pas avoir un seul bout de définition d'infra de quoi que ce soit qui part en prod sans avoir été review. C'est quand même plutôt cool. Et en plus, nous, on est aussi plus serein. On se dit, bon, a priori, quand même, si quelqu'un a fait une pull request sur quelque chose, que quelqu'un d'autre la approuve, en plus, potentiellement, il y a plusieurs PR dans l'histoire, etc., etc., ça enlève les risques un petit peu d'erreur humaine. Ça les annihile pas complètement, on ne sera jamais à l'abri, mais on est plus serein via le fait qu'on ait des reviews mandatory partout. Ensuite, le fait de se reposer beaucoup sur GitHub et pour tout le process de review, d'approval, etc., ça force, mine de rien, à éclaircir un peu l'ownership et l'organisation de certaines choses. Ça force de prendre le temps de se dire, ok, le bout de ce repo là, c'est quel team en vrai qui le own, qui le maintient et qui est vraiment à même de le faire. Ce qui est plutôt ça, au final. Voilà, on sait que par exemple, il y a certains, on va avoir des choses qui seront poussées dans tous les repos, par exemple certains bouts de pipeline de CI pour le lint qui sont poussés par la team Secu de Payfit qui va dire on va enforce par exemple TFSec sur tous les repos pour aller s'assurer qu'on a des pratiques saines côté Terraform dans tous les repos. Ouais, mais du coup vu qu'ils poussent ça dans tous les repos, on ne va pas spécialement attendre des teams que ce soit les teams qui le maintiennent, donc c'est eux qui vont être code owners dans tous les repos de ce bout-là, et s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est eux qui sont pingés. Bref, ça force à éclaircir tout ça, ce qui est un point plutôt cool. Et side effect un petit peu de ça aussi, ça rend du coup très visible la dépendance inter-équipe et quelles équipes sont sur le chemin critique pour aller shipper jusqu'en prod potentiellement sur certains domaines. Puisque vous avez les gens qui sont assignés aux reviews, vous devez les attendre, etc. Enfin, ça l'explicite vraiment. C'est plus des choses où c'est juste une discussion de machin, vas-y, tiens, tu peux m'appeler ça ou je sais pas quoi. Non, ça passe par une review, c'est explicité, c'est visuel quelque part, c'est même mesurable si on le voulait. Bref, c'est chouette. Par ailleurs, ça réduit aussi la surface de compromission, mine de rien. Alors j'en parlais déjà un petit peu après, je ne vais pas vous refaire tout l'approche pool, etc. et tout, mais aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait compromettre quelque chose, c'est pas tant des créances qu'il va falloir qu'ils compromettent, puisqu'on n'a pas trop de créances qui ont des permissions avancées. Ça va être soit GitHub eux-mêmes. On a plutôt confiance en GitHub côté sécu, on ne vous cache pas. Soit aller comprendre plusieurs accounts GitHub, parce qu'il va en faire un pour faire la PR et un autre pour l'approve. Ou alors carrément compromettre l'infra de CI/CD ou les clusters Argo, ce genre de choses. Enfin bref. Au final, cette approche permet, on trouve, de réduire un petit peu la surface de compromission et de nous rendre un peu plus serein, encore une fois. Avant-dernier point positif, c'est le fait d'avoir ce workflow très clair et que tout passe par Git facilite grandement le fait de venir se hook, de venir brancher des choses quelque part dans le workflow, puisque tout est centralisé autour de Git, donc il suffit de trouver éventuellement le bon repo où se mettre. Mais voilà, que ça soit pour aller faire des checks de sécu, pour aller envoyer des notifications, pour aller, je sais pas moi, aller publier des choses ailleurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais du coup, ça facilite grandement ça, vu que Git, et notamment GitHub, etc., permettent assez facilement de se brancher un peu partout. Et dernier point, et pas des moindres, parce que je crois que dans le titre quelque part de cette matinée, il y avait le côté d'environnement, etc. On a quand même une vachement bonne reproducibilité via cette approche-là, puisque du coup, vu que on a tout versionné, qu'on passe par tout le temps des modules, des charts, etc., d'un environnement à l'autre, on sait que modulo les inputs, les petits points de config qui vont changer, c'est similaire. On sait que ces repos vont avoir des choses relativement identiques. Ce qui permet, alors pour quelqu'un qui le voudrait, c'est pas notre cas, mais quelqu'un qui voudrait faire des nouveaux environnements un peu long-lived, admettons, j'imagine, je crée un nouvel environnement que j'appelle, je sais pas, load testing, où je vais déployer tout Payfit pour aller tester, pour aller tenter de bourriner dessus.
Aujourd'hui, ça serait relativement facile, puisque du coup, j'ai des repos qui décrivent exactement ça ressemble à quoi l'infra, et l'infra que ce soit avec côté Terraform ou l'infra de mon app avec Helm, etc., qui décrit ça textuellement. Donc je vais juste avoir à prendre ça et me baser là-dessus. Donc c'est plus reproductible, c'est cool. Chouette. Oui, mais ça serait trop simple sinon, hein, si c'était magique et si vous repartiez d'ici en disant bon super, on va faire ça partout. Les reviews à chaque étape c'est super, mais alors qu'est-ce que c'est long. Parce que mine de rien, en plus, si on coupe ça au côté code owner review, etc., parfois il va falloir attendre pour une review. En plus, chez Payfit, on est beaucoup en télétravail, on a des gens qui bossent partout en France, voire dans d'autres pays. Du coup, c'est pas aussi simple que de se tourner vers la personne à côté de toi et de lui dire hey, tu peux review ma PR vite fait, là, faut que j'avance. Et on n'est pas toujours forcément super à l'aise d'aller pinguer quelqu'un sur Slack pour lui dire tiens, je viens d'ouvrir une PR, là, il y a 10 secondes, tu pourrais la review, s'il te plaît, faut que j'avance. Donc du coup, c'est cool, on est un peu dans ce côté asynchrone avec des reviews de partout, etc. Mais du coup, on va souvent attendre une PR, puis pour une autre, puis des fois on attend un peu longtemps. Et au final, ça ralentit quand même un petit peu pas mal les choses et ça allonge pas mal notre time to market sur certains trucs pour aller shipper quelque chose. Et puis outre le fait qu'elle soit long, du coup, des fois c'est un peu fatigant. Ensuite, avec cette approche où on se dit super, on a un workflow, tout passe par Git, on a des outils qui nous facilitent tout, etc. C'est très facile de tomber un petit peu dans du one size fits all et de se dire on va standardiser les pratiques partout pareil, on va mettre des code owner review partout, on va mettre de l'autosync partout, ce genre de choses. Ouais, mais non, en fait, il y a des teams qui ont des besoins différents, des contextes différents, des tailles différentes, qui bossent sur des choses avec une criticité différente. Par exemple, l'autosync d'Argo CD, il y a certains bouts d'app assez legacy où il y a des test coverage assez faibles, on n'a probablement pas envie d'aller autosync la prod dessus. Par contre, il y en a d'autres, ouais, c'est parti, jusqu'en prod, aussi automatiquement que possible. Mais donc voilà, et pareil pour le côté code review. On pourrait imaginer, ça arrive assez peu heureusement, mais imaginons une team de 2 personnes. Si vous avez une review mandatory pour pouvoir avancer et qu'il y en a un qui est en vacances, bon courage pour avancer. Donc voilà, c'est facile de tomber là-dessus. Attention, du coup, si jamais vous décidez de vous lancer dans ce genre d'approche, voilà, faites gaffe à pas vous dire alors c'est possible de tout faire partout, tout standardiser et tout, etc. On va le faire du coup. Un petit peu comme c'est pas parce qu'il y a certaines features qui sont dispo qu'il faut les utiliser. Il y a des features pour lockdown des choses, c'est pas pour autant que c'est mandatory. Ensuite, je vous parlais du côté, c'est cool, ça force à définir l'ownership, un petit peu l'org, etc. Ouais, mais du coup, ça prend aussi de l'énergie, mine de rien. J'en parlais plus tôt, Payfit, Scale Up, etc. Les choses bougent assez vite, les équipes changent assez fréquemment. Du coup, la gestion de l'ownership, ça demande de l'énergie à faire initialement, aller proprement tout définir, etc. Mais garder à jour. Il y a une équipe qui s'est split et du coup, il y en a une qui a repris un petit peu le scope, mais pas en entier. Là, il faut aller mettre à jour tous les repos sur lesquels ils sont définis en code owners, ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est mine de rien de l'énergie à dépenser, c'est pas négligeable. Les mandatory reviews, j'en parlais, alors nous on l'a enforce parce que ISO 27001, etc., et parce que ça paraît plutôt sain comme pratique. Même si le jour où on veut juste fixer une typo sur la doc, on se dit est-ce qu'il y a vraiment besoin de review ça? Bon, le 1% de fois où c'est ça les PR, ça vaut les 99% d'autres où on est très content de les avoir. Par contre, mandatory code owners review, ça dépend un peu des scopes. Moi je vois par exemple sur certains repos qu'on maintient, on est ravi de dire peut-être qu'en fait il y a quelqu'un qui veut contribuer sur un de nos repos. Et puis on en a parlé dans un couloir et on est OK avec tout ça. Et en plus, ils sont 3 à avoir pire dessus, ils envoient la paire, mais qu'ils avancent tout seuls. C'est bon, on a confiance. Au bout d'un moment, si on a des reviews, c'est aussi pour ça. Donc voilà, pas forcément toujours tout lockdown. Il y a des teams qui, par contre, vont tenir beaucoup plus à tout voir elles-mêmes, etc. Et enfin, le mode pool-based. Encore une fois, c'est cool. On l'a vu notamment pour les raisons de sécu. Par contre, ça peut être des fois un peu plus compliqué de rollback. Alors je dis plus compliqué, j'ai pas dit impossible, mais c'est super. En autosync, là par GoCD, vers mes nouvelles versions de Chart Helm, oups, je dois rollback quelque chose. Il faut imaginer, c'est super, il y a un bouton rollback sur le dashboard d'Argo CD quelque part. Ouais, mais du coup, pour peu que j'ai un autre pipeline qui à un moment tourne et publie une nouvelle version, ça va se resync vers cette nouvelle version. Enfin, voilà, aller pin down quelque chose. Potentiellement, je dois repasser par un repo, par une review, merger ça pour aller locker vraiment une version spécifique temporairement. Et du coup, voilà, en général, quand on veut rollback, c'est potentiellement rapidement. Donc voilà, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Ensuite,
ok, on n'a plus la CI qui déploie, mais du coup, ben, on n'a plus la CI qui déploie. C'est-à-dire que je vais plus savoir au niveau de mon pipeline de CI si le déploiement résultant à la fin, il est complètement dans les choux. Imaginons, je sais pas, je déploie une ressource script qui a été mal configurée quelque chose, ça échoue, bah, mon pipeline de CI il va être vert. Je vais avoir rien qui me dira dans mon historique c'est cassé. Ce qui fait que du coup, ben, on a un peu, des fois, ça peut être compliqué de retracer quand quelque chose a été cassé, quand quelque chose a été réparé, etc. dans l'historique. Enfin, on a perdu un peu ce côté-là où dans le pipeline de CI/CD, on est au courant de un petit peu où ça en est, déploiement d'environnement en environnement, etc. Il faut d'autres moyens de le suivre. Et quand je parle d'autres moyens, ça s'applique aussi du coup aux moyens de notification. On connaît tous le classique alerte, alerte, si le pipeline de CI de ma branche principale est cassé, j'envoie une notif sur Slack pour dire faut réparer parce que ça va impacter tous les gens qui bossent dessus. Ben ouais, mais du coup, vu qu'on a les déploiements qui sont en dehors du flow de CI, il faut avoir un autre moyen de notification. Alors ça se fait, on peut avoir des notifications d'Argo CD sur Slack, etc. Mais du coup, voilà, on est sur ces moyens de notification, encore une fois, supplémentaires. Enfin, voilà, donc l'approche pull-based, du coup, a quand même aussi des downsides. Et enfin, The Fugly, les choses où, côté Payfit, on se dit, bon, on pourrait quand même faire mieux là-dessus. C'est pas des choses qui sont inhérentes à l'approche GitOps elle-même. Hein. Malgré le fait qu'on se dit, c'est super, on a ces repos et des pratiques communes, des workflows communs, etc., on se retrouve quand même avec un petit peu d'hétérogénéité. Alors, j'ai dit trop, pas beaucoup. Trop parce que dès qu'on a un petit peu, on se dit ok, c'est le début de quelque chose d'autre et ça va repartir, ça va redrifter, etc. On a quand même du coup entre ces dépôts, par exemple les dépôts Payfit, quelque chose deploy ou les repos, quelque chose sur payfit.net, on constate quand même qu'on a des petites manières de faire qui commencent à diverger à droite et à gauche. Donc voilà, ça reste quelque chose sur lequel il faut continuer de faire gaffe. Voilà, même si le côté vraiment applications et infra, etc. elles-mêmes sont pour le coup carrées. Ensuite, ça se ressent pas mal dans le fait que, ne serait-ce que je vous ai fait 2 schémas avec 2 flows séparés. L'infra et l'app, c'est encore trop séparé. On va pas jusqu'à aller parler de silos, etc. et faire un laïus sur DevOps, mais on a quand même 2 workflows très distincts pour le côté purement infra-managé et le côté déploiement d'applications sur Cube. Et la complexité de passer de l'un à l'autre, j'en ai parlé un peu plus tôt. On est en train de réconcilier un peu les deux en remettant vraiment le code de l'infra d'une app au plus proche du code de l'app, en ayant le côté code Terraform à côté du chartel, mais du code de l'app dans le même repo, pour avoir du coup un flow un petit peu plus commun. Ça n'empêche que du coup, d'un point de vue outillage, ça restera encore derrière séparé. Il faudrait vraiment que, voilà, qu'on passe par des choses effectivement comme Crossplane, comme l'opérateur Terraform, comme SAM par exemple, ce qu'on fait sur le monde de Lambda, où SAM va aller à la fois déployer mon application elle-même, ma Lambda, mais aussi les ressources qui vont avec. Enfin, voilà, on a quand même ce côté passage de l'un à l'autre, même si on est en train de réconcilier un peu les deux. Et enfin, dernier point, la complexité du workflow global. C'est vraiment pas négligeable, et à titre d'exemple, parce que bon, super, on a plein de repos, etc. Mais du coup, le flow, on a pris il y a quelques mois un SRE qui connaît très bien cette stack et ce workflow, qui en a conçu une partie, etc. Donc vraiment la personne la plus au fait de tout ça chez Payfit. On a pris le use case que je vous ai montré, assez simple on va aller créer une queue SQS, etc. puis la passer à la fin. On va lancer les paris sur combien de temps ça a pris. Non-stop avec d'autres personnes à côté qui étaient là pour lui souffler éventuellement les indications dont il aurait besoin. On a 45 minutes ici. Ah oui, non, mais toi tu sais. J'attends tant que j'ai pas 3 propositions. Une demi-journée là-bas, 45 minutes ici. Une journée. C'est le monsieur là-bas dans le canapé qui a raison. Une demi-journée. Commencé à 14h, à 18h15, on s'est arrêté, voilà. Et on parle de quelqu'un qui connaît ce flow. Hein. Vous imaginez maintenant la complexité qu'on peut avoir à déléguer ça à des équipes produits, majoritairement composées de devs. Autant c'est entendable que de s'attendre à ce que les devs sachent aller écrire une petite ressource Terraform, aller configurer certaines choses, aller passer des value M, définir un petit manifeste
Kubernetes, autant appréhender tout ce lot-là avec exactement comment marche chaque endroit, etc., ben c'est assez peu réaliste. Si ça prend une demi-journée à quelqu'un qui connaît bien, vous imaginez le temps que ça prendra à quelqu'un qui connaît un peu moins bien. Et du coup, aujourd'hui, on a des teams qui ne se sont pas appropriés encore ça, et qui du coup sont pas 100% autonomes sur tout ça, ont souvent besoin d'aide. C'est aussi pour ça qu'on veut réconcilier un peu les différents repos, simplifier le workflow, etc. Mais voilà, c'est quelque chose duquel on n'est pas forcément super satisfait. Et du coup, pour conclure, GitOps, bah ouais, ça a des côtés cool, effectivement. Je vois notamment nos éditeurs ISO 27001 sont vraiment très contents. Il y a des fois au quotidien où c'est super pratique, mais ça n'empêche que ça a des implications et des side effects pas forcément négligeables, notamment sur les sujets un peu organisation, workflow, ownership, etc. Voilà, c'est cool, mais c'est pas non plus une silver bullet. Voilà, c'est tout pour moi, merci. S'il y a des questions, j'ai mis le QR code, je vous le cache pas que je l'ai pas testé. Ouais. Ah, j'arrive. Merci pour la présentation. Sur la partie de développement des modules Terraform, tu dis que vous faites énormément de code review pull request. Est-ce que vous scannez le code via des outils type Checkoff, par exemple? La question c'est, on a des repos avec des modules Terraform par domaine, etc. Est-ce qu'on scanne le code Terraform en question? Oui, je le mentionnais tout à l'heure, je parlais de TFSec par exemple, qu'on a dans les pipelines de CI là-dessus sur les repos, donc oui, on scanne au niveau des pipelines de CI, on les check pas au niveau du registry de module par exemple. On pourrait le faire, c'est vraiment quelque chose qu'on finira par faire, mais oui, dans une certaine mesure. La... Ouais. La question c'est est-ce qu'on analyse du coup les ressources qui ont été déployées par Terraform ensuite. Alors pas encore, mais justement c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, tout ce qui va être AWS config pour le côté auditing, enforcement potentiellement sur certains points, tout ce qui est SCP aussi pour aller enforce certaines choses. Enfin, voilà. Actuellement non, mais on commence. Parce qu'effectivement, alors c'est un débat à part entière, à tout hasard, si jamais Whiskel veut organiser des trucs un jour, j'ai déjà un talk d'une demi-heure près sur les abstractions et comment garantir certaines choses un petit peu, VS dans le pipeline de CI, VS sur les plateformes derrière AWS, Cube, etc., comment enforcer des choses. Actuellement, on n'enforce pas au niveau des plateformes elles-mêmes, au niveau d'AWS notamment, avec des SCP, de l'AWS config, etc. Pas plus que ça. Et côté Cube, on a des choses assez légères, mais avec Kyverno, un équivalent un peu de Open Polity Agent, pour aller checker tout ce qui est pratique justement, qu'on voudrait respecter sur ce qui est déployé. Idem pour scanner la configuration de l'EC2. Alors actuellement, c'est une question pertinente, mais vu qu'on part sur EKS et que c'est pas nous qui allons spécialement gérer les nodes, on va pas plus s'en soucier que ça. Pas plus que ça aujourd'hui. Pas plus que ça aujourd'hui. Alors après, je dis ça, c'est avec ma connaissance du truc. Hein. On a des gens qui s'occupent, qui sont dédiés à la partie sécu chez Payfit. Donc autant ils font ça et je suis pas au courant. C'est pas du tout impossible. Que je ne gère pas les clusters derrière directement au quotidien. Ouais. Merci pour la présentation. Depuis les deux dernières présentations, à chaque fois, on fait un focus sur le fait d'avoir finalement en fait, la configuration des cubes, etc., à travers des charts qui sont finalement sur les repositories des projets, ce qui du coup introduit tout un tas de complexité. Et c'est ça qui introduit beaucoup de ugly. C'est d'où vient en fait cette... je sais que tous les white papers, etc., parlent vachement de cette approche, mais d'où vient la volonté de vouloir suivre cette approche avec tout ce qui s'en dégage derrière, alors que finalement, en fait, justement pour ISO 27001 et toutes ces contraintes, il est beaucoup plus simple de finalement garder ce monorepo, même si on fait du GitOps, et du coup d'être capable, avec son équipe DevOps, d'enforcer toutes les politiques de sécurité, la façon de générer les descripteurs, la façon de déployer, etc., etc., etc. Tu me dis si j'ai bien compris, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un repo commun pour définir par exemple les charts des différentes applications et enforcer les pratiques dans un repo commun, c'est ça? La responsabilité d'une équipe de développement qui travaille sur un module, c'est de fournir un package. C'est pas forcément d'apprendre
Ouais. Ouais, ok. En gros, je suis une team, je veux définir mon infrastructure, c'est cool, je veux écrire un module, je ne veux pas me soucier de comment est-ce qu'il est shippé dans une GitHub release, de quel check j'ai avoir dans mon pipeline de CI, etc. Et du coup, on pourrait imaginer effectivement centraliser. Après, ça veut dire que du coup, tu dois rajouter énormément de logique dans le pipeline de CI de ton monorepo. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien que côté, par exemple, code, il y a des tools spécifiques. Hein. Je pense à NX dans le monde JS, à Bazel dans le monde, on va dire plus Google et compagnie. C'est pas pour rien que tu as des tools qui sont spécifiques au build de projets dans des monorepos. Et en fait, c'est un peu la même chose. Il faudrait des choses pour aller détecter que tel pass a changé, donc je vais devoir aller shipper juste tel module qui a été modifié et pas les autres. Enfin, même niveau flow, un petit peu de CI, etc. Enfin, ça te force à mettre beaucoup de logique dans ton pipeline de CI, d'avoir ça. Alors tu peux te dire oui, c'est super, tu as une équipe qui maintient ça, etc. Aujourd'hui, pour les différents environnements, tu veux dire? Les values, etc., la configuration des différents environnements? Ouais, mais le déploiement, ça concerne les applications. Dire, le déploiement, il n'y a que des ops qui s'en soucient. En tout cas, c'est pas le take qu'on a pris sur le sujet. Parce qu'au final, je veux dire, c'est assez lié intrinsèquement aux applications. Tu vois, je vais par exemple prendre, je parlais tout à l'heure tu parlais par exemple de ressources, de HPA, etc. pour le scaling de ton application, qui est typiquement genre la chose que tu as dans un chart Helm. Aujourd'hui, on n'a pas de team qui va être responsable d'aller load tester toutes les applications de PFIT. C'est l'ownership d'une équipe de aller correctement sizer les ressources dont vont avoir besoin ces pods quelque part et d'aller configurer le scaling qui va bien à côté et d'aller définir tout ce qui va bien autour. C'est l'ownership d'une team. On ne va pas déléguer ça ailleurs. Alors, il y a bien des choses, etc., qu'on reproduit d'application en application. On pourrait dire, on pourrait avoir ça en commun. On a certaines des fois abstractions. Par exemple, tu vois, sur le côté pratique, tu dis, une team ne devrait pas avoir à se soucier des détails de mon pipeline de CI pour aller faire les vérifications, etc., alors que c'est commun. En fait, on essaie du coup de rendre ça aussi facile que possible d'être commun. Par exemple, on fournit des orbs Circle CI ou des GitHub Actions ou ce genre de choses avec des presets et qu'il faut que les teams ont juste entre guillemets à l'utiliser dans le pipeline de CI. C'est quand même elles qui le configurent, mais on allège ça. Mais ça reste l'ownership un petit peu de chaque chose là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, c'est simple, on a tellement d'apps, tellement de teams, etc. On ne pourrait pas avoir un monorepo avec l'intégralité dedans et des reviews par des ops dessus, par exemple, ou ce genre de choses. On ne pourrait pas imaginer ça. Enfin, tout le monde serait complètement sous l'eau. Je passe à une question suivante, on en reparle après si tu veux. C'est un peu similaire à sa question, mais en allant un peu plus loin, est-ce que par rapport à ISO 27001, enfin le côté séparer les responsabilités, etc., est-ce que ça aurait été trop compliqué d'avoir un repo par app et dedans vous avez le code applicatif dans un folder, les charts Helm dans un autre folder avec votre sous-folder staging prod, etc., et votre module Terraform dans le même repo? Ouais, la question c'est est-ce que ça aurait été trop compliqué du coup d'avoir tout le code, le code de l'app, la description du chart Helm et le module Terraform dans le même repo? Non, vu que c'est ce qu'on est en train de faire du coup. Actuellement dans le même repo, on a le code de l'app et la description du chart Helm et justement on est en train d'y venir et insérer le côté module Terraform pour ce domaine-là à côté. Voilà. Par contre, on va pas mettre les configurations des différents environnements là-dedans dans les repos. Ça reste quelque chose qui est du coup en dehors pour les différentes values, etc. Mais voilà, les repos, c'est quoi mon application et comment est-ce qu'elle ship, et c'est quelque chose d'à côté qui dit ok comment je la configure par environnement. Mais on est en train effectivement de rassembler tout ça dans des repos communs. Merci Orgix. Moi j'avais deux questions par rapport au PR que tu disais. Premièrement, c'est comment tu contrôles que tes PR sont review par des bons profils, des profils pertinents au niveau de ton code. Et deuxième question, c'est comment tu t'assures que tu n'arrives pas à un cercle malsain de finalement review ma PR, mais regarde pas le code, fais-moi confiance et avance. Donc première question, comment on s'assure que les bonnes personnes sont pingées sur les bonnes PR? Alors dans certains repos il y a le côté code owners, j'en parlais sur certains bouts de pipeline de CI, ça va être la team je sais pas sécu, on pourrait imaginer, on a une team qui s'appelle DevX par exemple qui fournit certaines abstractions, certains fichiers de conf qui sont dans tous les repos, c'est eux qui sont code owners dans tous les repos sur ce point là. Et puis après sinon c'est bête mais les gens sont
pas débiles et sont pas mal intentionnés. Du coup, ben, s'ils ont un doute par rapport à quelque chose et qu'ils sentent qu'il y a besoin que quelqu'un d'autre, de plus knowledgeable que soit, review la PR, ben, ils vont aller demander à la personne, l'assigner en reviewer et dire est-ce que tu peux jeter un œil, voilà, sans forcément avoir besoin de l'enforce. Ça se fait assez naturellement. J'ai répondu à la première question. Et la deuxième question, c'était on a tellement de PR, comment est-ce qu'on tombe pas dans le cercle vicieux de du coup, il y en a tellement qu'on finit par un peu faire les reviews à l'arrache. Il y a effectivement des fois certaines teams dans lesquelles ça pourrait effectivement un petit peu dériver vers ça. Après, c'est un peu comme tout, hein, c'est question de culture. Voilà, je sais que par exemple dans la team dont je fais partie, on s'efforce justement, même si ça prend le temps, de vraiment bien review, de pas juste cliquer sur approve. Même sémantiquement d'ailleurs, c'est assez intéressant la manière de le formuler. On voit très vite la différence quand par exemple quelqu'un ping sur Slack. Il y a une différence entre est-ce que tu pourrais review ma PR et est-ce que tu pourrais approve ma PR. C'est très subtil comme nuance, mais c'est pas la même chose. Et du coup, tu peux un petit peu comme ça voir un petit peu justement dans quelle démarche un petit peu c'est, etc. Mais voilà, sinon c'est culturel, montrer l'exemple, pas laisser passer de PR sans avoir une vraie review. En général, les gens sont plutôt reconnaissants. Je sais que c'est des commentaires qu'on a plusieurs fois eu dans notre team. C'est ah c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des vraies reviews et pas juste un approval quoi. Est-ce que aussi tu mets en place entre guillemets des consignes pour limiter la taille des PR, limiter la taille du code modifié et ne pas avoir des trucs multifichiers? Est-ce qu'on fait des choses pour limiter la taille des PR et la taille des diffs? Non, c'est à la discrétion de chaque équipe. Si une équipe voulait faire ça, elle pourrait. Nous, on n'en a pas, mais de toute façon, quand quelqu'un envoie une énorme PR, on lui dit excuse-moi, c'est un peu gros, ça semble faire plusieurs choses à la fois, est-ce que tu pourrais split? Ou alors, quelque chose qu'on fait beaucoup des fois sur les grosses PR, c'est c'est la même pratique qu'on aurait sur des diffs de code, hein, au final, c'est rien de spécifique au côté des GitOps, mais c'est ta PR est relativement complexe, viens, on se pose ensemble et tu me walkthrough et on review ensemble. Voilà, on ne force pas des choses là-dessus, on pourrait, on le fait pas. Moi, du coup, ça complète un petit peu ces questions-là, puisque c'est par rapport, plutôt, c'est une question un peu RH organisationnelle. C'est, du coup, vos équipes, elles sont créées comment? Est-ce que les apps, ils sont à part ou est-ce qu'ils sont intégrés dans l'équipe justement pour ça, par rapport à tout ce qui est code owner? Et aussi en termes de vélocité produit, est-ce qu'avec tout ce workflow-là, la vélocité, elle n'a pas été un peu impactée, quoi? Question super intéressante, c'est le côté organisation des équipes. Et vélocité un petit peu. Alors en fait, non, on n'a pas des profils Ops ou SRE dans chaque équipe, mais on tend vers ça progressivement. En fait, c'est assez intéressant parce qu'avant, on avait des SRE vraiment embarqués dans les équipes, mais il nous manquait un peu ce côté commun, ce côté plateforme, ce côté un peu alignement. Et du coup, on a quitté ce modèle avec des SRE dans les équipes et on a créé des teams un peu plateforme. Mais du coup, c'est cool, on a le côté plateforme, mais on n'avait plus le côté dans les équipes. Donc justement, là, ça fait un mois qu'on vient de justement un peu de réorganiser les choses pour avoir quand même ces teams un peu plateforme qui fournissent les choses et l'outillage commun, tout en ayant des SRE au plus proche des équipes. Il n'y en a pas un par équipe, on a des tribes, en bref, des regroupements d'équipes. Mais on progresse de plus en plus vers avoir des SRE au plus proche des équipes. Effectivement, sans ce feature team, ça aurait effectivement probablement complètement du sens d'avoir un SRE dans chaque équipe. En plus, il y a plein de sujets à traiter, mais voilà, encore une fois, on a beaucoup d'équipes, voilà, ça peut dire beaucoup de personnes. Le recrutement, c'est pas illimité. Il y avait un petit, au fait, on recrute en haut à droite de ma slide qu'on ne voit plus, mais voilà. Donc on fait aussi avec, avec ce qu'on peut faire, quoi. Ah, je crois on est bon pour les questions, si j'ai encore David. Merci WeScale pour avoir organisé ça. Voilà, c'est toujours cool de parler de trucs. N'hésitez pas à venir me voir après, etc. Merci beaucoup. Du coup, juste pour conclure, j'ai stoppé parce que du coup, il commence à être tard et du coup, je vous invite à reprendre un dernier petit verre et à discuter de manière à clôturer cette matinée. Merci encore à tous d'être venus.